Alors, Harry, on se rencontre aujourd'hui à ton expo, à l'atelier 485. C'est ça. C'est dans le nord, donc à côté de Shibamata. Donc, il y a une partie qu'on voit derrière toi qui est l'expo actuelle, et puis derrière, là, c'est rétrospective de ce que tu as déjà fait. Ouais, exactement. On se rencontre par le biais d'un ami tatoueur, C'est ça, puisque c'est aussi ton activité principale. tout à fait. Ma première question, ce serait de savoir comment toi tu te définis. Principalement en tant que tatoueur, et je pense qu'on peut être plus précis en disant tatoueur avec une activité artistique à côté. Mhm. Et voilà. Je vois dans ce que tu fais, il y a de la sculpture aussi. C'est plus de la gravure. J'ai fait un peu de sculpture dans une expo l'an dernier, mais c'est pas dire que c'est mon médium principal, mais Ouais. disons que j'aime bien explorer différentes manières d'expression artistique. Comment c'était pour toi avant le Japon? C'était une vie plus ou moins tranquille de tatoueur, entre guillemets. Je bossais dans un shop à Toulouse. Je venais de finir mon apprentissage à peu près. Et pareil, j'avais le cercle d'amis, les gens de connaissances, la famille et tout quoi. Yes. Pendant cette période-là, tu t'es développé comment? Tu as fait apprentissage, après t'es rentré, enfin, t'es passé dans un shop en tant que tatoueur permanent. C'est ça, j'ai fait 2 shops en apprentissage. Et le deuxième shop, c'est ce qui m'a permis d'être officiellement résident, puis de m'améliorer de plus que le premier. Et comme tu l'as dit, je suis passé résident après. Et voilà. Ok. Comment t'es arrivé au Japon? Quelle a été la démarche, la motivation, tout ça? Comment ça s'est passé? Pour mon arrivée au Japon, ce qui m'a vraiment motivé à franchir le cap, j'étais déjà venu 2 fois au Japon en touriste. Mhm. Et à chaque fois que je rentrais en France, j'avais un peu un sentiment d'inachevé. Et après m'être renseigné, j'ai découvert qu'il y a des visas de 1 an qui s'appellent les Work Holiday. Ouais. Donc j'ai fait ce visa pendant 1 an, mais après c'est 1 an, ça tombait plein milieu de la pandémie. Et en fait j'ai dit, bon ok, je n'ai pas envie de rester vu comment était la pandémie en France. Mhm. J'avais aucun intérêt à rentrer, du coup je me suis démerdé pour prolonger mon visa et rester ici, quoi. Visa, donc Working Holiday, est-ce que ça t'a permis de travailler dans le tatouage ou au départ c'était petit baito, des choses comme ça? Les deux. Les En deux? fait, c'est pas. Comme en France, hein, être tatoueur, c'est un système d'auto-entrepreneuriat. Du coup, tu déclares toi-même tes revenus. Mais j'ai été obligé de faire des petits baïtos, des part-time jobs, juste parce que je suis arrivé dans un pays, je connaissais personne. Mhm. Donc, quand on connaît personne, on n'a pas de client en tatouage, quoi. Donc, c'est le temps de tout recréer. C'était aussi une des principales difficultés, je pense. Enfin, je parle du tatou parce que c'est ce que j'ai vécu, mais n'importe quelle personne qui va vivre dans un pays étranger, le fait de se reconstruire un cercle, ne serait-ce que social ou relationnel, c'est une des grosses étapes du voyage, quoi. Ouais, forcément. Du coup, quand tu as commencé à, à plus te mettre dans le tatouage au Japon, tu as recommencé une formation auprès de tatoueurs locaux. Comment s'est passée la rencontre avec le milieu du tatouage au Japon? Et j'ai vu que tu es déjà venu 2 fois avant, je m'étais fait tatouer les 2 fois par le même artiste. Mhm. Et donc la première fois que je me suis fait tatouer par lui, je ne tatouais pas du tout. J'avais 19 ans, voilà. Yes. Mais j'avais quand même gardé contact avec lui, donc une fois, quand je suis revenu la deuxième fois, qu'il m'a retatoué, j'avais déjà un peu commencé à tatouer, donc j'étais au niveau apprenti. Mhm. Mais on a quand même un peu plus rapproché de manière professionnelle. Ouais. Et quand je suis revenu pendant ce Working Holiday, justement, il a vu mon évolution, il a dit, bon ok, en fait ce que tu fais c'est cool, si tu as des clients, n'hésite pas à m'en parler, tu pourras venir les faire dans le shop où je suis, tu vois. Donc c'est comme ça que les premiers liens professionnels se sont créés. Donc au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de clients, donc je passais plus de temps au shop, je créais plus de liens avec les personnes et voilà. Justement, en parlant de tatouage au Japon, forcément ça évoque tout de suite l'idée des Yakuza. Est-ce que tu as eu un rapport à ce milieu? Est-ce que ça a été compliqué par rapport à ça? Ou est-ce qu'au final c'est peut-être plus une idée reçue et on peut arriver à faire, comme tu viens de me dire, avoir une petite place dans un shop si on a sa clientèle et ça se déroule plus ou moins aussi facilement qu'en France? Je pense que je vais commencer par dire que chaque idée reçue vient d'une base réelle. Mhm. Donc effectivement, la culture du tatou au Japon est liée plus ou moins avec la culture mafieuse. Mhm. Dans le premier shop où je travaillais, il y en avait, j'en fréquentais pas personnellement, mais le patron avait des contrats avec eux, du coup il est tatoué. Mais c'est pas,
Je pense que c'est pas quelque chose de menaçant, parce qu'on a l'image de la délinquance française qui est un peu genre agressive, des choses comme ça, chose qui n'est absolument pas vraie au fond au Japon. Ouais, ouais, ouais. Les Yakuza, ils ont du pouvoir, mais c'est pas un pouvoir physique qu'ils ont. Hmm. Donc techniquement, quand on les fait pas chier ou qu'on n'interfère pas dans leurs affaires, il va rien se passer. Et il y avait le tatoueur avec qui je bossais qui simplifiait ça et qui disait ouais, c'est des gentils méchants. Ouais. En fait, tu peux faire des choses très mauvaises, mais nous on est tellement insignifiants qu'on va pas on va pas avoir aucun rapport avec eux, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. on leur emprunte pas d'argent, des choses comme ça, choses qu'ils vont pas faire, emprunter pas d'argent à la mafia. C'est sûr. Non, s'il y a pas de. Il y en a, on les voit, on les reconnaît. Parce en vivant ici, on peut clairement reconnaître, ne serait-ce qu'à la façon de se tenir, de parler, que ce soit les Japonais normaux, les racailles ou la mafia. En fait, souvent, les gens font l'amalgame entre une racaille et la mafia. C'est une chose complètement différente. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans le shop. Il y avait les deux qui se fréquentaient. Puis j'imagine que si t'es pas complètement intégré à la culture tebori du tatouage à la main traditionnel, tu vas avoir moins l'occasion de les rencontrer et ils vont avoir peut-être moins de regard sur ce type de travail si c'est du tatouage machine ou des choses comme ça peut-être. Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup, je pars du principe à tout moment où quelqu'un tatoue au Japon, les gens savent plus ou moins qui c'est, sauf s'il fait tout pour disparaître, des choses comme ça. Et ils vont savoir qu'on existe mais sans forcément interférer avec nous. Et ils vont jamais nous contacter qu'on fasse du tatou entre guillemets normal ou du tatou traditionnel japonais pour avoir des questions. C'est ceux qui ont des vrais liens avec la mafia, qui font du tatouage tebori comme tu dis, c'est des gens qui sont issus de familles, du coup qui sont tatoueurs de génération en génération, de maître en élève. Qui restent dans leur cercle et. C'est ça. Okay. Et qui n'ont même pas en fait de vrais magasins. Ouais. Ils ont leur lieu, ils savent, les familles savent qu'ils sont là, ils les contactent directement. Tu ne trouves pas sur Google, tu te dis, il n'y a pas de panneau et tout. En général, c'est un appart, une sonnette et un nom. Il n'y a pas marqué le tatou, il y a marqué le nom de tatoueur du gars, tu t'appuies et tu rentres. Ok. Toi, tu as continué de te former ici, tu as fait des apprentissages pour avoir un style de dessin particulier, pousser ton style vers une direction particulière ou enfin, est-ce que tu as fait ça auprès de personnes ou est-ce que tu as fait ça toi-même comme on a l'occasion de faire d'habitude, on va dire? J'ai pas suivi d'apprentissage à proprement dit ici parce que j'ai déjà tatoueur entre guillemets. Mais par contre, pour moi, en tatou, on apprend toujours, surtout, enfin, il y a le tatou, la technique du tatouage, et il y a le tatou qui est le style graphique de ce qu'on va faire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais d'apprendre, on est censé s'améliorer, évoluer tout le temps. Et donc ça, bien sûr, j'ai amélioré mon style ici. Quand je suis arrivé ici, on peut dire que c'était une vague ébauche de ce que je fais actuellement. Donc c'était vraiment avec mes collègues que j'ai fréquenté, ce que j'aurais vu dessiner, les conseils qu'ils m'ont donné, les questions que je posais, tout ça m'a permis de me construire un peu plus. Et toujours en construction en fait. Comme une évolution normale. Plus ça va, plus les choses que j'ai à peaufiner se voient moins dans le temps. Ouais. À l'heure actuelle, tu tatoues dans un shop à toi ou tu es toujours chez quelqu'un qui lui a pignon sur rue? Ça se passe comment? Actuellement, je ne suis pas dans le shop dont je parlais avant. C'est un autre shop qui est, on va dire, plus dans l'image d'un shop qu'on a en France, qui est beaucoup plus relax, qui n'a pas pignon sur rue vraiment, qui n'a pas une devanture et tout, mais qui est quand même facilement accessible dans un quartier assez fréquenté. Mais c'est plus la mentalité du travail qui a un sens beaucoup plus artistique. Alors qu'au Japon, si on peut comparer, pour ceux qui regardent et qui ont un peu une culture du tatouage, ça correspond à la culture qu'avaient nos parents, qui avaient une quarantaine d'années. Donc plus proche de l'artisanat que de la création artistique. Donc j'ai eu la chance de trouver le shop où je suis actuellement, qui a une vision plus artistique de la chose, qui respecte chaque artiste en tant qu'artiste, plus qu'en tant que personne qui rapporte de l'argent. Ok, ça c'est quand même pas mal. Ouais, vraiment c'est... D'être plus vu comme un artiste que comme un employé. Ouais, c'est cool ça. Après c'est intéressant aussi, j'ai travaillé dans des magasins qui étaient gérés par des businessmen, du coup qui s'en foutaient des artistes littéralement et qui pensaient qu'à l'argent. En fait ils étaient prêts à payer des tatoueurs
avec au SMIC horaire, Ouais. genre, Qui est très bas. qui est comme en France à peu près, Mhm. mais pour du tatouage. En fait, par exemple, les artistes tatouaient pour à peu près entre 10 et 11 000 euros par mois. Donc ils faisaient rentrer 11 000 euros par mois dans la boîte et ils étaient payés même pas 1 600. Ah ouais. Voilà. Ouais, je discutais avec un pote là, qui tatoue à Osaka qui m'expliquait que ouais, c'était pas très facile financièrement parlant si on fait pas rentrer quand c'est ce genre de démarche. Mais du coup, c'est plutôt bien d'être dans une démarche plus artistique C'est ça. que Après, salariale. c'est un choix que j'ai fait aussi. En général, on peut plus ou moins orienter sa façon de tatouer dans des choses qui sont plus entre guillemets Pinterest, Mhm. qui vont rapporter du client en nombre et du coup avoir de l'argent assez facilement, ou faire plus comme ce que j'essaye de faire, à créer une identité artistique, donc Mhm. me fermer beaucoup de portes de clients, Ouais. mais du coup attirer une clientèle qui va m'apprécier pour ce que je fais moi. Donc ça a des bons et des bons côtés. Le bon côté pour moi, c'est que je kiffe toujours le travail. Mhm. N'importe quel client, même si c'est un projet qui m'emballe pas trop, la façon dont je le travaille, ça va forcément me plaire. Mais il y a des mois ou des moments où je devrais sûrement faire des petits tafs à côté, histoire d'être sûr d'avoir un salaire, ou toujours avoir des contacts à côté pour prévoir s'il y a des mois où je trouve il craque. Mais plus ça va, moins j'ai besoin de faire ça en fait. Yes. Voire pas du tout. Ouais, c'est bien, c'est le choix de l'indépendance de toute façon, de se dire je fais ce que j'aime, quitte à devoir faire un peu à côté, et puis à force du temps, ça payera parce que la communauté se crée et il y a moins besoin d'aller voir à côté pour faire rentrer de l'argent. Tu me disais être arrivé avec un PVT, quelles sont les évolutions possibles de visa ensuite? Comment toi tu as fait pour pouvoir rester plus longtemps? Euh, Si on prend juste en termes légaux, l'évolution depuis un PVT sont inexistantes. Mm. C'est-à-dire que le PVT n'est pas transformable au Japon. Ouais. C'est-à-dire que on doit forcément annuler le visa, rentrer dans son pays d'origine et refaire des démarches pour un nouveau visa. Ok. Donc l'avantage que j'ai eu, la chance que j'ai eue, c'est que pendant le Covid, ils étendaient les PVT sans réelle justification. Ok. Donc j'ai pu avoir un PVT qui a duré 3 ans, 3 ans et 3 ans. Ça c'est bénéf. C'est mon PVT normal plus 1 an et demi, 2 ans de rallonge. Ouais. Donc pendant ces 3 ans, j'ai pu trouver un moyen de rester plus au Japon. Mhm. Donc là, actuellement, je suis dans un visa qui s'appelle visa culturel, parce que je pratiquais des arts martiaux en France, donc j'étais gradé. Ouais. Et ça m'a, en fait, en pratiquant au Japon, j'ai pu me faire sponsoriser par la fédération Ok. de star martial. Du coup, actuellement, c'est la fédération qui me sponsorise. Et là, je suis en train d'entamer les démarches pour passer dans un visa qu'on appelle auto-sponsor. Ok. C'est-à-dire, c'est en fonction de mes revenus, si j'ai des revenus assez conséquents pendant plusieurs années consécutives, ou que j'ai des promesses de salaire par des entreprises, je peux m'auto-sponsoriser mon visa. Ok. Ah, c'est bien ça. C'est assez complexe, surtout dans le tattoo, parce que ça reste encore très mal vu. Ouais. Mais j'y travaille. Normalement, d'ici 1 an, ça devrait être possible. Ça reste une possibilité. Ok. J'ai aussi entendu parler de visa quand on développe des business. Toi, tu as une démarche possible de ce côté-là où ça paraît compliqué de dire je développe un business de tatoueur et du coup. Pour le visa de business, justement, ils ne te demandent pas le type de business que c'est. Ils te demandent juste les apports financiers. Ok. Du coup, c'est possible, mais c'est un apport financier qui est assez élevé, surtout pour ouvrir un magasin de tatou. Ouais. Donc par exemple, j'ai un ami qui a ouvert un bar ici, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'un bar, ça nécessite beaucoup plus de fonds. Donc il a réussi à faire justifier ça pour avoir un visa business manager, quelque chose comme ça. Et le point négatif, c'est quand on a un visa business manager, on n'est pas censé travailler en tant qu'employé du business. Donc si je voudrais faire ça dans le tatou, légalement, je n'aurais pas le droit de tatouer. Ok. J'aurais juste le droit de gérer le business. Ok, c'est ce qui est dommage du coup. C'est ça. Quelle formation tu as suivi pour la langue, si tu as suivi une formation, ou comment tu as pu réussir à te former, parce que j'ai cru entendre que tu parlais quand même un peu bien japonais. Pas de formation en japonais? Ouais. J'ai appris sur le tas. Appris sur le tas. Avant de partir au Japon, quand j'ai su que mon PVT était validé, parce que le PVT c'est un peu galère parfois, donc quand j'ai su qu'il était validé, j'ai commencé à me renseigner. Et 3 mois avant, j'ai pris des cours particuliers, semi-particuliers.
pour apprendre ne serait-ce que les bases grammaticales de japonaise. Ouais. Et une fois arrivé ici, mon premier, c'est marrant ça, mon premier job que j'ai fait, c'était dans une entreprise de pâtisserie française qui vendait dans des marchés extérieurs, donc dans des festivals, des choses comme ça. Et le mec il s'en battait les couilles. Le premier jour, hein, il m'a filé un PDF avec marqué les phrases en japonais pour vendre. Il m'a droppé sur l'endroit, il fallait que je passe ce soir, il faut que tu aies tout vendu. Voilà. C'est formateur. Donc pendant 1 an et demi, j'avais des vieilles qui me racontaient leur vie au petit stand de vendre des gâteaux, tu vois, et avec mon PDF, j'essayais de comprendre un peu. Ouais, c'est pas mal comme ça permet aussi de se plonger dans la culture vraiment du pays, quoi, de discuter avec les petits vieux qui viennent faire leurs achats et des choses comme ça, c'est sympa. En fait, j'apprends plus du japonais de tous les jours que du... En fait, en école, on apprend du japonais soutenu. Et quand on parle japonais soutenu à des japonais normaux, hors contexte, ils sont là, mais pourquoi tu parles comme ça en fait? Je suis pas ton daron. C'est beaucoup trop formel pour la vie de tous les jours. Et du coup, moi, c'est l'inverse. Quand j'ai un truc formel à dire, je galère un peu, mais bon, vu que il voit très bien que je suis pas japonais, il le passe. Quoi. Le gaijin passe, comme on dit. On entend aussi souvent parler des problèmes administratifs. Tu as été confronté à ce genre de problème ou ça va encore, tu passes à travers les mailles pour l'instant? Bah, en fait... Des galères pour les locations, des galères pour... je sais pas. J'ai pas eu de galère, mais c'était pas... Disons que c'est administratif, dans tous les cas c'est chiant. Moi c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Que ce soit en France, au Japon, c'est chiant. Au Japon, on comprend pas la langue, du coup c'est un peu plus chiant, mais c'est pas étonnant. Tu vois, c'est pas... J'ai pas senti de volonté de nuire dans les trucs administratifs. On m'a fait des coups pour le premier appart que j'ai essayé de louer. Parce que je passais par une entreprise qui gérait les étrangers, mais qui mettait quand même en contact avec un japonais et des étrangers. Et des fois, c'était clairement pas d'étrangers. Je voyais le mec qui l'appelait, il fait non, pas d'étrangers. Moi j'étais là, mais en fait, je peux payer mes 2 ans de loyer, mon contrat complet, en cash maintenant. En fait. Mais c'est pas une question d'argent. Je dis, ah si, ok, d'accord. Okay. Tu veux pas. En fait, c'est le. Au moins, vu que c'est normal de dire ce qu'on pense à ce sujet-là, il n'y a pas de ah non, vous n'avez pas un assez bon dossier. C'est pas un truc de faux cul un peu comme on peut avoir en France, tu vois. C'est un nom pas d'étranger et tout. Ils font ah ok, on est désolé pour vous, mais c'est comme ça. C'est du racisme ordinaire, mais ça reste au moins honnête. Ouais. En fait, c'est. Ouais, c'est pas. Je dirais même pas que c'est du racisme en fait, parce qu'il n'y a pas de volonté de haine derrière, c'est juste qu'eux ils sont comme ça parce qu'ils ont eu des problèmes avec des étrangers et ils veulent plus se faire chier. Et aussi par du principe que ce soit compris comme en France, c'est des vieux qui ont vraiment aucune conscience de n'importe quelle autre langue que le japonais et ils se disent bah si j'ai un truc à faire, comment je fais en fait? Tu vois, s'il m'appelle parce qu'il y a un truc qui est cassé dans l'appart. Tu vois, j'ai pas envie, il est fait qu'il n'a pas envie de s'infliger ces potentiels problèmes, il préfère tout refuser plutôt que se dire bah en fait j'ai passé des heures à essayer de me faire comprendre, il n'y a pas à comprendre, des choses comme ça. Il y a ça, puis aussi ils ont peur que si le mec se barre par exemple, tu vois, genre si moi je décide de rentrer en France du jour au lendemain en pas payant le loyer, en disant rien à personne, en laissant tout mon bordel de faire dans l'appart, il fait quoi? Il est dans la merde quoi. Ouais, c'est plus une crainte de la barrière et de la différence culturelle en fait. Complètement. Parce qu'après, tous mes propriétaires qui étaient japonais après, même s'ils parlaient pas du tout anglais, on communiquait un peu, c'est toujours très bien passé. C'est vraiment vrai, parce qu'il y a des choses qui se passent mal parfois. Comment se passe la vie sociale au Japon? Est-ce que tu arrives un peu à créer du lien avec des Japonais? Est-ce que tu as plus d'amis expatriés que japonais? Comment c'est? Est-ce que c'est plus ou moins facile? C'est particulier. Je pense que déjà Tokyo est particulier. Je pense que si on va dans d'autres villes de japonaises, ça ne remettra pas la même expérience. Au début, ça m'a un peu dérangé, parce que vu que je viens de Toulouse, tous assez amicaux et tout. En fait, il faut se dire que les Japonais n'ont pas d'amis. De base, ils ont très très peu d'amis. Et donc, quand on veut essayer de remettre les codes sociaux qu'on a à Toulouse, par exemple, au mode de vie de Tokyo, on en sent qu'il y a un peu une barrière que je trouve qu'on comprenne jusqu'au moment où je comprends que c'est normal. C'est pas eux qui veulent pas, par exemple, c'est juste qu'ils sont comme ça avec tout. Ouais. Donc, même entre eux, en fait, c'est comme ça. Donc la façon la plus simple de se créer des contacts, c'est via le travail. Tous les gens avec des travails, même que ce soit des emplois, des part-time jobs, des trucs comme ça, j'ai réussi à créer des liens d'amitié avec des Japonais avec qui on travaillait, parce qu'on devait se fréquenter tous les jours, donc au final forcément ça crée des liens, et ça dure plus ou moins. Il y en a vraiment, ils sont amis juste parce que tu travailles.
dès que tu finis de travailler, tu bloques de partout et c'est fini, tu vois. Incroyable. Je dis, ok, ça c'est pas. Au début, je pensais, ouais, c'est un con, j'ai pas de bol, mais ça arrive plusieurs fois, tu vois. Je dis, bah, ok, d'accord, c'est culturel. D'accord. Mais d'autres, par contre, avec qui ça se passe très bien, ça se passe encore très bien maintenant. Toi, quelles sont tes espérances pour la suite dans l'évolution professionnelle comme dans la vie de tous les jours au Japon? Qu'est-ce que tu aimerais réussir par la suite? Bah, j'ai pas de but précis, juste que ça continue à doucement marcher petit à petit jusqu'à que ça continue quoi. Juste Yes. ça, que tout se passe bien. Moi, je continuerai à bosser de mon côté, ça va m'améliorer et ça, il faut que ça suive derrière. Dans un futur plus ou moins proche, j'aimerais avoir un shop à moi, bien sûr. Ouais. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je pensais m'ouvrir dans un futur assez proche. Mais au final, vu que je me sens extrêmement bien là où je suis, j'ai décalé mes trucs. Ouais. J'ai quelques apprentis tatoueurs aussi qui bossent avec moi, Ouais. mais en parallèle du shop. Et à la base, je pensais ouvrir un shop et les intégrer avec moi pour créer une équipe. Des apprentis locaux? Les deux. Ok. Les deux. Cool. Et plus ça va, plus j'arrive à les intégrer dans le shop dans lequel je suis. Donc au final, c'est bonus. Quoi. Et puis peut-être aussi ce qui peut un peu freiner la démarche, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que si tu ouvres un shop, tu deviens gérant, tu n'as plus forcément trop le droit de travailler en tant que tatoueur, ça te mettrait dans des positions différentes où il faudrait le penser différemment d'un visa business et d'un... C'est ça, en fait, si j'ouvre un shop, je ne change pas de type de visa. Je reste dans mon visa auto-entrepreneur et je déclare le lieu comme un lieu de travail, pas comme une entreprise. Ouais. Et ce qui est entièrement possible, j'ai juste pour la déclaration d'impôt, ça change un peu. Mais sur des revenus, c'est comme auto-entrepreneur, si tu n'as pas des revenus énormes, tu n'es pas trop handicapé. Sauf que si je bosse à 3, avec 3 tatoueurs, du coup, les revenus de mes 3 tatoueurs avec qui je vais bosser vont compter dans mes revenus à moi. Donc il faudra faire gaffe de ma limite en fait. Ouais. Pas que ça me. Ouais, c'est un peu comme en France, si on. C'est quoi? Je crois jusqu'à 40 000 euros, 50 000 euros quand tu es auto-entrepreneur et que tu te taxes de manière raisonnable. À partir de 40-50, il faut comprendre qu'il faut que tu ouvres une PME. Et que, du coup, tu as tes impôts, faut pas. Ouais, donc l'idée. Le gap est pareil. L'échelle est pareille ici. Ok. L'idée, du coup, ce serait plus c'est ça, d'avoir un lieu artistique commun avec d'autres personnes que de se mettre en gérance de quelque chose. Un lieu artistique qui ressemble très fortement à un salon de tatou. Normal. Eh ben écoute, je pense que c'est très bon pour moi. Je te remercie. Merci à toi. C'est un plaisir de répondre à tes questions. Yes, très cool. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Après monter, ça fait quoi, du 10 minutes, 15 minutes? Je sais pas. Je vais voir comment je peux... Il y a au moins 2-3 minutes que tu cherches. Ouais. Donc sûr, il y a 3-4 minutes de cut sec. Après, celui qui voit mes réponses. Ouais, ça c'est de la merde, c'est du Ouais, exactement. C'est des choses en fait.